Bonjour à toutes et à tous. Je reçois Oriane Aymar pour ce premier épisode de la saison 5 de Fortitude. Alors il est compliqué de décrire en quelques mots le parcours d'Oriane. Son CV provoque des maux de tête, tellement il est riche, original, voire sinueux. Il ne peut en tout cas pas être logé dans une case. Oriane a été tour à tour diplomate, humanitaire, consultante, chercheur, enseignante à l'université et écrivain. Elle est détentrice d'un PhD en sciences des religions de l'Université de Québec, à Montréal. Elle a été chercheur invitée à l'Université de Columbia, ainsi qu'associée de recherche à l'initiative humanitaire de Harvard. Elle a assuré des missions auprès du Comité international de la Croix-Rouge en Afrique, mais aussi en Haïti, après le séisme, où elle est responsable des zones considérées comme les plus dangereuses de l'hémisphère nord, comme la Cité Soleil, qui est une véritable zone de guerre qui oppose les gangs armés et les forces de sécurité. Elle a aussi travaillé au ministère des Affaires étrangères, où elle était responsable des questions religieuses et de radicalisation lors des attentats en France en 2015, ainsi qu'au centre de crise, en charge, entre autres, des projets droits de l'homme et prévention de la radicalisation dans les zones de conflit. J'ai du mal à prendre ma respiration. Mais le parcours extraordinaire de cette femme qui suit ses intuitions et ses passions a failli s'arrêter brutalement à 25 ans, alors qu'elle séjourne près de la tombe de celle que l'on considère comme l'une des plus grandes figures spirituelles de l'Inde moderne, Ma Anandamayi, la mère de la joie. Dans les contreforts de l'Himalaya indien, Oriane est victime d'un accident cérébral. Elle embrasse alors la mort, qui l'étreint, fin de l'emporter, mais finalement lui laissera une seconde chance. En effet, Oriane déjoue les pronostics. Elle s'en sort, mais les médecins lui expliquent qu'elle doit renoncer à la haute altitude ou à la plongée. Mais cette expérience quasi mystique ne fera que renforcer la détermination d'Oriane à poursuivre ses rêves en dépit des avis médicaux. En particulier, et alors qu'elle n'a aucune expérience significative en alpinisme, elle décide de gravir le Lhotse, qui est une montagne de 8516 mètres, qui est un sommet satellite du mont Everest et le 4e plus haut sommet du monde. Malgré le déroulement chaotique de son expédition, elle parvient au sommet le 23 mai 2019. Au sommet, elle contemple l'Everest, la mère de toutes les montagnes. Ce sera alors son prochain objectif. Là encore, Oriane se joue de la mort, qui manque de l'emporter lors d'une chute de sérac, au cours de laquelle elle a été blessée. Mais cela ne suffit pas à l'arrêter. Après une convalescence de quelques semaines, et plutôt que de retourner dans le confort de sa vie chamonniarde, Oriane se lance à nouveau à la conquête de l'Everest, dont elle atteindra le sommet en mai 2023. Je ne vous en dis pas davantage. Notre échange avec Oriane est riche d'enseignements et d'inspiration, et rappelle notamment à quel point il est indispensable de refuser ce que j'appelle le déterminisme. Quand on dit « tu es fait pour faire tel métier »,« non ça c'est pas pour toi », ou quand on se dit à soi-même « j'en suis pas capable, j'y arriverai jamais », ou encore « il ne faut pas s'éparpiller ». Vivre, c'est goûter, c'est expérimenter, c'est tomber, se relever, regretter, recommencer, mais c'est surtout vaincre. Vaincre ses peurs, celles des autres, vaincre ses limites, celles que les autres nous imposent. Vivre, c'est se dépasser pour vaincre. Oriane Aymar, bonjour. Bonjour Nicolas. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour Ben, participer à ce nouvel épisode de Fortitude. merci à toi Nicolas de m'avoir invité. Alors, je vais essayer de te présenter en quelques mots. Je dis bien essayer parce que tu as un CV qui est très énervant, je dois le dire, vraiment énervant. C'est-à-dire que quand on lit ton parcours et ton CV, voilà, c'est énervant. Je sais pas comment dire autrement. On se dit, mais comment a-t-elle fait pour faire autant de choses et à un tel niveau? Donc, bon, je vais me hasarder une synthèse. Aujourd'hui, tu as 44 ans, c'est ça? Exactement, ouais, j'ai Oui, 44 ans. tu vis à Chamonix. Donc, Mhm. tu vas nous raconter bien évidemment ton parcours, mais tu as été successivement et d'après les informations et mes sources, donc diplomate, humanitaire, chercheur, enseignante à l'université. Tu es aujourd'hui auteur, conférencière. Tu as parcouru la planète à différents titres. Mhm. Tu as accompli des missions au sein du Comité international de la Croix-Rouge en Mhm. Afrique. Mhm. Tu as travaillé sur le droit international humanitaire. Mhm. Tu as été en Haïti également, Ouais, juste après le séisme, ouais, où tout là, à tu étais fait. responsable des zones qui étaient pas simples, hein, des zones Ouais, dangereuses. des quartiers Euh, chauds. voilà, les quartiers chauds où il y avait beaucoup d'affrontements entre les gangs armés et Ouais, les exactement. forces de sécurité. Tu as travaillé au Quai d'Orsay,
Mmh. plus précisément au centre d'analyse où tu étais responsable des questions religieuses, puisque Mmh. tu vas nous l'expliquer, mais tu as un PhD justement en sciences religieuses, donc tu es Mmh. intervenu auprès du Quai d'Orsay sur ces sujets de radicalisation, notamment en 2015. Mmh. Euh, donc ton PhD, je viens de l'évoquer, tu l'as eu auprès de l'université de Québec, du Québec à Montréal. Mmh. Tu as été ou tu es encore chercheur, alors on dit chercheur invité à la School of International and Public Affairs de Columbia, Oh, donc je aux le suis États-Unis. plus, mais je l'ai été. Bon, voilà, Voilà. ça ne retire rien. Ouais, ouais. Associé de recherche aussi à Harvard, Ouais, et tu es auteur, parce que tu as publié un premier livre qui s'appelle When a Goddess Dies, ouais. qui a été publié par Oxford University Press. Et là, tu sors ton second livre, c'est ça? Là, j'ai Qui s'appelle sorti l'année dernière, en fait, le second livre qui s'appelle, alors c'est en Sous l'œil français, de mais la il y a une déesse. version anglaise aussi. Je cherche d'ailleurs un éditeur pour publier ma version anglaise et ça s'appelle Sous l'œil de la déesse. Et donc, c'est aux éditions du Mont Blanc et ça relate mon ascension donc au Lhotse, qui est la quatrième plus haute montagne au monde. Voilà, puisque je viens de faire une synthèse de ton parcours. C'est Et une très en bonne faisant synthèse, cette... merci. Non, bah justement, en faisant cette Pas synthèse, simple. tu viens de mentionner qu'il y a quand même un gros morceau que j'ai zappé dans la synthèse, qui était celui de l'alpinisme et de la montagne. Et bien évidemment, on va y revenir, puisque, et Ouais. c'est là aussi que ça justifie le sentiment d'honneur et de privilège qui est le mien aujourd'hui, puisque tu rentres à peine de Mhm. l'Everest Exactement, ouais. que tu as gravi, non sans difficulté, mais in fine avec succès. Et Ouais. donc là, je pourrais m'arrêter là et dire à mes invités, ben voilà, voilà le privilège que j'ai de recevoir une personne assez exceptionnelle, enfin en tout cas qui a fait des choses exceptionnelles. Donc je te propose après cette synthèse de nous raconter effectivement un petit peu ton Mhm. parcours parce que mes recherches m'ont pas forcément permis de suivre vraiment le fil conducteur, en tout cas la chronologie exacte de toutes ces étapes Ouais, ouais, qui sont ouais. assez remarquables. Il y a bien sûr des dates qui sont saillantes, et notamment tes ascensions. Ouais, il y a des dates Euh, clés, et, ouais, en effet. et bien sûr, il y a une date clé dans ton parcours que je n'ai Ouais, pas mentionnée, puisque c'est pas vraiment ouais. quelque chose qu'on fait apparaître sur un CV, qui est ton Non, accident cérébral ouais, tout à fait. que tu as eu en 2004 Mm. quand tu étais en Inde et à l'issue duquel, donc, dont tu as survécu bien évidemment, mais à Ouais. l'issue duquel on t'expliquait que tu ne pourrais jamais faire de montagne, en tout cas jamais subir de différence de pression, d'altitude, Mm. donc pas de plongée, pas de montagne. Voilà, Et comme exactement. souvent pour mes invités, tu as contredit les pronostics, tu as contredit les avis médicaux. Je recevais il n'y a pas très longtemps Christophe Bichet, à qui on avait dit aux parents à l'âge de 4 ans, votre enfant ne dépassera pas 14-15 ans, et qui est aujourd'hui va bientôt en avoir 40 et qui a eu le parcours qui a été le sien. Donc, Ouais, j'adore ces personnalités qui vont un peu à l'encontre, ouais, de ce qui de est tout dit. Ouais. et qui dépassent tout ça. Donc, raconte-nous Mm. un petit peu ton parcours, effectivement, pour nous permettre de comprendre comment tu as fait tout ça. Bah écoute, merci beaucoup encore pour l'invitation et pour ce résumé qui n'est pas évident à faire. C'est vrai que j'ai un profil un peu singulier. D'où ma difficulté parfois à me présenter aussi. Donc j'aime bien quand on le fait à ma place parce que c'est plus simple. Mais non, tu as très bien résumé. Donc j'ai un parcours très diversifié, que ça soit dans mes études, puisque je suis passée de la biologie marine aux sciences des religions, en faisant entre-temps aussi des sciences sociales. Dans mon parcours professionnel, j'ai été dans l'humanitaire, dans la diplomatie, dans la recherche. Là, je suis dans les conférences et l'écriture. Enfin, voilà, c'est assez varié. Dans le coaching également, d'ailleurs. Et puis oui, j'ai vécu dans différents pays, j'ai beaucoup voyagé. Et c'est vrai que dernièrement, ce qui a marqué un peu mon parcours de vie, c'est la haute montagne, puisqu'il y a 4 ans, voilà, j'ai grimpé le Lhotse, alors qu'à la base, je n'avais aucune connaissance en himalayisme ou en alpinisme, hein, enfin quasiment très peu. Et puis dernièrement, donc j'ai gravi l'Everest. Donc j'étais au sommet le 17 mai. Donc c'est sûr, ça, ce sont des dates qui marquent. Enfin, le 17 mai, mais voilà, j'étais donc au sommet. Donc j'ai accompli mon rêve, ce qui n'a pas été simple, comme tu l'as précisé, parce que ça a été
Très éprouvant. Et puis, il y a eu un gros accident aussi sur l'Icefall. Ça aussi, c'est une date qui marque puisque j'ai vu directement, enfin, j'ai vu la mort en face. Hein, donc, c'était le 28 avril. Voilà. Et donc, il y a des dates clés comme ça. Et puis, une des dates aussi, un des moments clés dans ma vie, comme tu l'as dit, ça a été mon hémorragie cérébrale quand j'avais 25 ans. Et donc, j'étais dans le nord de l'Inde et une hémorragie cérébrale que j'ai eue à côté du tombeau d'une femme sainte qui s'appelle Mahananda Mahi et qui signifie voilà, la mère de la joie. Et donc, enfin, une femme qui était considérée de son vivant, et qui l'est encore hein, par des millions d'Indiens, enfin surtout hindous, comme une incarnation de la déesse mère. Voilà. Et donc, c'est sûr, après ça, ta vie bascule. Hein. Moi, j'ai un peu lâché mes études à Londres. Enfin, j'avais commencé un doctorat, un PhD à la London School of Economics, et puis je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais faire, etc. Et puis la vie est bien faite, tu fais les rencontres aussi au bon moment, et puis j'ai atterri au Canada à faire ce que j'ai toujours voulu faire, enfin étudier les sciences religieuses, et donc là je me suis spécialisée en hindouisme. Mais oui, il y a eu quand même, il y a eu plusieurs dates comme ça, mais c'est sûr que mon hémorragie cérébrale à 25 ans a définitivement marqué ma vie, et que ma vie ne serait pas telle qu'elle est aujourd'hui si j'avais pas eu cette hémorragie. Et heureusement, oui, j'ai survécu. Et puis à la suite de ça, comme tu disais, on m'avait interdit l'altitude, donc enfin tout ce qui a trait à la haute altitude, les treks à 4000, etc. Tout ça, c'était terminé. Et parce que j'aimais bien faire des treks au Népal et au Tibet. Et puis, il y a la plongée aussi, c'était terminé. Alors, moi qui ai fait de la biologie marine et j'avais fait pas mal de plongée, c'est vrai que j'ai dû aussi arrêter ça. D'ailleurs, je me suis pas remise hein, depuis, mais bon, c'est parce que je passe à autre chose. Et voilà, donc c'est un parcours ouais, assez singulier, assez diversifié. Et c'est pas toujours facile. Voilà, comme de me présenter déjà et puis de trouver un peu sa place parce que je sais jamais dans quelle case je rentre. Enfin, j'aime pas les cases déjà. Donc, mais ce qui peut poser des problèmes, je pense aussi en France parce que moi, j'ai ce sentiment on a tendance quand même à catégoriser un petit peu. Et puis, les anglo-saxons sont beaucoup plus ouverts sur, voilà, ils voient plus de liens un peu partout. Enfin, moi, j'ai l'impression. Et euh, voilà, donc c'est donc très bon Bah, résumé. tu es... Excuse-moi si je. Non, non, pas du tout, mais j'allais te couper et te dire Ouais. que tu es vraiment au bon endroit, puisque dans le synopsis du podcast de Fortitude, euh, j'écris Fortitude parle de l'individu avec un grand I, celui qui est unique et tout en nuances, que l'on ne peut et l'on ne doit enfermer dans aucune case. Mm. Et c'est Voilà. vraiment, et c'est d'ailleurs là-dessus que je voulais m'arrêter un instant par rapport à ce que tu Mhm. viens d'expliquer, parce que je trouve ça toujours intéressant de savoir ce qui a pu conduire chacune des personnes que je reçois, mais d'une manière générale aussi chaque individu, à prendre tel ou tel virage, à prendre telle ou telle décision, à prendre Mhm. telle ou telle orientation. Et Mhm. notamment, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises avec d'autres invités. Moi, j'ai 3 enfants, je suis très soucieux de la Ouais. bonne manière de les accompagner dans leur parcours. Je suis pas soucieux de leur avenir, je suis pas soucieux de ce qu'ils vont faire, je suis soucieux Mhm. de la manière dont je peux les aider à choisir par eux-mêmes. Et Mhm. donc, du coup, j'aimerais revenir parce que toute cette diversité, notamment dans tes études et dans ta formation, Ouais. elle a été rendue possible par quoi? Par des parents ouverts intellectuellement ou par toi, des curiosités successives, par des rencontres, comme tu dis, par des ouvrages. Comment? Parce que finalement, c'est assez rare qu'on Mhm. s'autorise de changer de voie, qu'on s'autorise à se dire, justement, je suis pas dans une case. J'ai commencé des études, par exemple, en biologie marine. Je bascule. Et c'est même pas à 180 degrés. Là, c'est demi-tour. On repart dans l'autre sens sur des sciences religieuses. Ouais. Mais cette démarche-là, elle est pas simple parce que notamment en France, c'est très souvent associé à une forme d'échec. Tu renonces Complètement, à ouais. ton Ouais. parcours d'origine, tu renonces à ce Ouais, que tu ouais. avais décidé pour faire quelque chose qui n'a rien à voir, donc t'es pas crédible, donc t'es pas légitime. Et il y a Mhm. beaucoup je pense, d'aspirations qui sont tuées dans l'œuf à cause de cette approche que je trouve assez limitée intellectuellement. Donc toi, qu'est-ce qui t'a rendu possible
ces changements de voie et de ces virages et finalement la richesse de ton parcours, ne serait-ce qu'au niveau, des études? Alors c'est vrai que je suis une personne, très très curieuse de nature, donc j'aime bien explorer. Je suis curieuse sur, plein de sujets, différents et j'ai aussi ce besoin d'être, stimulée intellectuellement, c'est-à-dire que je peux me lasser assez vite et pourtant je rentre en profondeur dans mes sujets, enfin voilà. Je vois enfin pour faire un doctorat ou d'autres, voilà, je vais à fond dans ce que je fais, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, j'ai souvent cette envie de passer à autre chose, donc ça vient assez naturellement et j'ai ça depuis, depuis assez jeune en fait, c'est-à-dire que je enfin C'est c'est pas assez que je inné. m'ennuie, ouais, mais encore une fois je lâche pas, c'est-à-dire que je vais jusqu'au bout à chaque fois quoi, donc quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. Même dans mes études, hein, voilà, il y a des moments ça me plaisait pas forcément, mais voilà, je vais jusqu'au bout. Donc ça, il y a ça déjà, c'est un trait de ma personnalité, voilà, ce besoin d'être, stimulée, continuellement, voilà, de pas m'arrêter sur quelque chose, voilà, parce que je m'ennuie, facilement. Et puis, la deuxième chose, bah, j'ai eu aussi un environnement, enfin familial qui m'a soutenue aussi, parce que ça aura pas été forcément, simple, voilà, de changer comme ça. Alors la biologie marine à la base, bon moi j'ai un père qui a fait qui a fait beaucoup de voile. Il a été officier dans la marine aussi, enfin il a fait, voilà plein de choses et puis, et donc il m'a aussi encouragée là-dedans, dans cette voie. Et puis après, bon, bah, quand je suis passée à autre chose et puis quand je suis allée à la London School of Economics, enfin là, c'était plutôt une fierté pour mes parents, donc voilà. Après les sciences religieuses, ouais, ils ont peut-être, ils ont pas trop compris, mais enfin si, ils ont compris par rapport à mon profil et mes centres d'intérêt, mais bon, ils se disaient: «Qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi?» C'est un peu la question que tout le monde se posait: «Qu'est-ce Mmh. que je vais Tu faire vas d'un doctorat en Ça sciences va des pas te nourrir. religions?» Non, voilà et alors que finalement, ben, justement, c'est ça qui fait la richesse d'un profil, hein, c'est que et mais c'est vrai que, bah, mais comme je venais d'avoir mon accident cérébral, bon, ils étaient déjà tellement heureux, enfin moi aussi, hein, que je sois en vie, donc voilà, peu importe ce que je faisais par la suite, c'était voilà, c'était mon choix et donc ils m'ont toujours encouragée dans mes choix et donc ça a été un énorme, plus. Et après, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Oui, donc il y a l'environnement, il y a ma personnalité et puis, ouais, ce goût d'explorer, ce goût, voilà, de continuer à m'enrichir en fait, en tout cas de m'enrichir, oui, intérieurement parce que des fois on gagne pas trop toujours sa vie, voilà, l'écriture, c'est pas voilà, c'est pas avec ça qu'on enfin, à moins d'un Je best-seller, confirme. mais c'est pas oui, c'est Mmh. ça, voilà, c'est pas avec mon livre universitaire, même si c'est, dans une super maison d'édition, Oxford Université Press ou voilà, ou mon dernier livre ou, voilà, mais c'est pas ça qui va changer, qui va faire que je m'enrichisse, mais en tout cas, oui, intérieurement, ça, c'est important. C'est un peu ça qui me guide aussi. Il faut que vraiment je sois alignée, mais je pense que ça vient pas facilement. Il faut constamment se réinventer et maintenant j'ai plus tendance à l'accepter alors que plus jeune, j'avais plutôt ce sentiment de pas bah, d'être un peu en décalage avec tout le monde et surtout en France, encore une fois, surtout en France où voilà, il si on faut déjà commencer très jeune. Enfin, je voyais tous mes amis au lycée, ils avaient déjà leur vie toute tracée, la prépa, l'école, de commerce ou autre. Enfin voilà, tout est déjà, tracé et puis alors moi, j'ai jamais fonctionné comme ça parce que, je fais en fonction de mes aspirations qu'il faut écouter, hein, ses envies profondes et c'est pas toujours évident parce qu'on est souvent, pollué par son environnement ou, on a simplement peur des fois du changement et puis je fais confiance aussi à la vie, aux rencontres aussi. Je me dis que, voilà, qu'il y a rien qui arrive par hasard et par exemple, quand j'ai eu mon hémorragie cérébrale, quelques heures avant,
J'ai rencontré, juste à côté de la tombe de Mahananda Mahi, j'ai rencontré un professeur, canadien, donc spécialiste, du bouddhisme et de l'hindouisme et en fait, c'est comme ça que par la suite, j'ai atterri au Canada. C'est parce que je l'ai recontacté après mon hémorragie cérébrale, en lui disant, bah, bien sûr ce qui était arrivé et là, il m'a dit: «Bon, bah, envoie-moi ton projet et cetera, ton projet de thèse et puis on va voir ce qu'on peut faire» et donc je fais confiance. Pour moi, les rencontres et voilà, ce type de ouais, c'est comme des synchronicités, en fait. Je fais énormément confiance, aussi à ça. Alors, je veux pas avoir des signes partout non plus, hein. Je veux pas tout interpréter, mais il se trouve que bah, la vie, elle est encore une fois, elle est bien faite et que les choses arrivent aussi au bon moment. Il faut juste être attentif et voilà et regarder autour de toi et observer quoi, observer et Tu, se faire tu- confiance, qui n'est pas toujours tu- évident. non, ce qui est pas forcément évident. Tu disais tout à l'heure, c'est un point sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde une seconde. Ouais, Euh, Tu étais très curieuse, tu es très curieuse de ouais, nature, tu as besoin d'être stimulée, ça explique cet appétit finalement à la diversité de ouais, savoir, d'expérience qui a été la tienne. Mais tu as aussi dit, en revanche, je termine tout ce que je commence. ouais, c'est vrai. J'ai tendance Est-ce que à terminer. toi, avec ton recul, tu dirais que c'est un peu la contrepartie incontournable qui est requise à cette diversité? C'est-à-dire que j'aurais tendance à penser que quand on s'éparpille, mais qu'on va pas au bout des choses, on perd bien évidemment du temps, on perd de l'énergie, mais peut-être qu'on Mm. perd aussi un peu de confiance en soi. Et que Ouais. petit à petit, ces expériences avortées nous travaillent un peu de l'intérieur et peut-être nous ralentissent. Et Mhm. du coup, est-ce que tu dirais, ben, à un instant T, vous avez une curiosité pour quelque chose, vous vous lancez par exemple dans un diplôme, dans un cursus ou dans un voyage ou dans un travail, que sais-je. On se rend compte en cours de route que finalement, c'est pas forcément le résultat attendu, mais il faut essayer de se fixer quand même un point d'arrivée pour terminer un cycle, parce que sinon, bah, ça va pas avoir le bon effet, et sinon, bah, on peut se perdre un peu en chemin. Est-ce que tu dirais que les deux vont de pair, ou pas forcément, et qu'il n'y a pas de règle, et que finalement, bah, vaut mieux que certaines personnes qui se lancent dans un truc à un instant T, si au bout de 3 semaines, un mois ou 2 mois, se rendent compte que c'est pas la bonne voie, qui changent. Comment Mm. tu t'abordes ça? Enfin, je pense que si c'est vraiment au tout début, je pense que c'est important de se donner aussi le droit de changer si vraiment il y a quelque chose qui va pas, qui cloche, etc. Mais quand on est en plein milieu du chemin, j'ai tendance à poursuivre en fait parce que bah, je pense que c'est une question de tempérament en fait. J'aime bien aller jusqu'au bout tout simplement. Et puis je me dis, on sait jamais, voilà, on sait jamais. Ça peut toujours être utile, ça peut toujours servir. Après, je pourrais rebondir. Donc, je me dis, ouais, je pense que c'est une question de tempérament. Et je me dis encore une fois que ça peut toujours être utile. Donc, je vais quand même jusqu'au bout. Voilà, je me dis peut-être qu'à un moment Tempérament ou donné, discipline? bah, il y a les deux, hein, voilà. Je pense qu'il y a les deux aussi. Et de la discipline, oui aussi. Il faut de la discipline aussi pour continuer. Mais ouais, je pense que c'est une question de tempérament. J'aime juste pas de personnalité. J'aime pas en fait m'arrêter comme ça en plein. Enfin, si je m'arrête, c'est que vraiment il y a vraiment quelque chose de grave qui s'est passé. Encore une fois, j'essaye de m'écouter, mais ça vient avec l'âge aussi. Bien sûr. On apprend à s'écouter de plus en plus, à faire confiance à cette petite voix en nous, hein, mais encore une fois, c'est pas toujours évident. Parce que des fois, il y a aucune raison de dire bah, de faire chemin inverse ou de s'arrêter, mais aucune raison, disons, rationnelle, hein, enfin, rien de rationnel à cette décision. Mais j'essaie encore une fois de m'écouter et dire, voilà, d'écouter mon ressenti en fait. Et puis en plus, je pense avec l'âge aussi, on a moins envie. Alors, je pense que je prendrai pas les mêmes décisions qu'avant, mais peut-être que maintenant, je serais peut-être plus apte à aussi à lâcher quelque chose qui me plaît moins, dans le sens où on n'a plus de temps à perdre, quoi. Enfin, plus ça va, et plus je me dis non, bah j'ai pas de temps à perdre, quoi. Donc, et c'est pareil avec les gens, avec les personnes, avec un environnement qui me convient pas. Enfin, je me dis je n'ai plus de temps à perdre, donc quelque chose qui ne me
correspond pas, qui ne me plaît pas, qui ne me, oui, là, j'aurais tendance peut-être à lâcher plus facilement. Qu'est-ce que Mais tu aurais lâché, du coup, avec cette rétrospective? Par rapport à ton parcours, qu'est-ce que tu aurais lâché avant? plus dans les relations, moi, c'était plus dans le personnel, je dirais, D'accord. les relations qui m'ont pas soutenue, qui m'ont pas aidée, qui ont été plus un frein, un gros frein même dans ma vie. C'est souvent le Peut-être, cas d'ailleurs. ouais, bah, Les, ça les dépend et obstacles, des voilà. bizarrement, les obstacles parfois les plus compliqués à surmonter, ce sont des gens qu'on a choisi d'avoir dans son entourage ou Ouais, qui sont dans notre entourage. ouais, Et c'est la libération quand on s'en rend compte et quand et qu'on s'en ouais. écarte, c'est assez impressionnant. Quelque part, comme je dis, il y a tout qui sert à tout, en fait, c'est ça. Donc finalement, je regrette pas, en fait, mon parcours parce que même aujourd'hui, je suis sûre qu'un jour ça va revenir, la biologie, l'environnement à un moment donné. Enfin, surtout qu'en plus, moi j'ai envie de continuer des expéditions, pardon, pas seulement dans la haute montagne, hein, mais j'aimerais bien aller faire, le pôle sud, le pôle nord. Enfin, tout ça m'intéresse énormément et je me dis qu'il y a un lien finalement avec, ce que j'ai fait dans le passé. Donc je me dis: «On ne sait jamais, quoi». Et C'est un pour moi, tout est escalier très lié, en sinueux. fait, Oui, voilà, c'est ça, c'est les tout mêmes est marches lié. d'un escalier, quoi. Je vois pas de séparation, en fait, hein. Mais peut-être que oui, si j'avais d'autres choix à faire, bah, oui, ça serait au niveau relationnel et puis peut-être que, je serais partie à l'étranger beaucoup plus tôt, en fait, pour faire mes études et puis je me serais orientée, beaucoup plus jeune, vers les sciences religieuses, ouais. C'est comme un grand escalier, mais qui est très sinueux, qui est pas du tout rectiligne Non, pas du tout. qui est composé de plein de marches de tailles Ouais, différentes. ouais, Et il y a certaines marches qui permettent de s'élever d'un coup ouais, plus haut, d'autres qui sont plus petites, mais qui du coup permettent d'aborder la marche suivante. ouais, exactement, Et ouais, finalement, tout ça est interconnecté. Et c'est vrai que complètement. une expérience qui au départ peut paraître inutile ou insignifiante peut se révéler à un autre moment indispensable finalement à cette ascension de l'escalier. C'est pour ça que là, j'exprime encore une fois un avis très personnel. C'est pas un principe absolu, mais du coup, pour en revenir à cette idée d'essayer de terminer ce qu'on commence, ben, un peu à l'image d'une marche, si votre marche elle est pas complètement finie, et qu'il y a un morceau qui est un petit peu soit cassé, soit pas achevé, bah, voilà, c'est peut-être que ça joue aussi dans l'ascension, dans le Ouais. parcours. Et Mmh. même si bien évidemment, et surtout pour les jeunes, il faut s'autoriser à de la liberté, de la flexibilité, de la souplesse, Mmh. et pas On n'a forcément plus le choix s'évertuer aujourd'hui. dans une impasse. Mmh. Mais néanmoins, faut quand même avoir conscience, surtout aujourd'hui où les choses sont, malgré tout, on peut le dire, beaucoup plus simples qu'avant. C'est-à-dire qu'on a un accès, comment ces Ouais, études aujourd'hui, je veux dire, le monde est ouvert. Il ouais. y a les possibilités sont quand même extraordinaires. Et donc, le risque avec ça, c'est justement le risque de se perdre un petit peu et de commencer un truc, et puis finalement, on n'a pas envie de faire Mmh. l'effort, on veut passer à autre chose. La persévérance, c'est un peu compliqué d'être persévérant aujourd'hui, parce que tout est tellement accessible et facile que c'est Mmh pas mh. forcément évident. Mais je pense que il faut l'avoir à l'esprit pour justement continuer à construire son escalier de vie. Mmh. Ça, c'est vraiment une formule Mais à carambar. non, mais c'est une belle Mais formule. Mais tu as tout à quand tu dis, la trajectoire, enfin, il y a rien qui est rectiligne et cetera. C'est exactement ce que je ressens et en fait, tu me fais penser à, un peu aux expéditions. Quand tu grimpes un sommet, que ça soit le Lhotse ou l'Everest, tu vas pas directement au sommet. En fait, à chaque fois, tu fais des rotations, donc tu reviens en arrière et cetera. En fait, tu reviens en arrière pour mieux t'acclimater et en fait, tu es obligé de faire ça. Des fois, tu es obligé de reculer, pour mieux avancer et c'est des fois, c'est même ça, tu recules en fait pour mieux avancer et pour atteindre ton objectif. Donc il y a rien de linéaire au final. Ouais, du exactement. coup, j'aimerais revenir sur forcément sur cet événement qui a été Ouais, central, enfin en tout cas déterminant, ouais, qui était ton accident cérébral. oui. Donc, ce que j'ai cru comprendre, mais tu vas me le confirmer, c'est que il n'y avait eu aucune alerte, aucun signe avant-coureur. Enfin, j'ai pas lu en tout cas que tu avais une maladie quelconque ou une fragilité quelconque qui pouvait te prédestiner à cet accident-là. C'est survenu
Subitement, brutalement. Ouais, très subitement, ouais. En fait, j'avais une malformation de naissance, une malformation congénitale qui s'appelle un cavernome. Et alors oui, en effet, c'est arrivé très très subitement, hein, en pleine nuit, parce que je dormais en fait, je dormais juste à côté de la tombe de Ma Ananda Mahi, parce qui se situe dans l'ashram en fait, dans le lieu de retraite. Mais les étrangers en fait, ne peuvent pas rester, ne peuvent pas dormir dans l'ashram. Donc moi il y avait une guest house qui était juste à côté. Moi je dormais, voilà, c'était à quelques mètres de la tombe, et c'est arrivé donc en pleine nuit où là, en effet, bah j'ai vu la lumière. Enfin, j'étais partie quoi. Et quand je me suis quand j'ai repris conscience, et heureusement, je partageais ma chambre à ce moment-là, parce qu'en général, je voyage plutôt seule, enfin, toi, à l'époque. Et là, l'amie qui était de l'autre côté de la chambre, qui m'a vu avoir des convulsions en pleine nuit, etc. Et puis, quand elle m'a demandé comment je m'appelais, bah, j'étais incapable de dire comment je m'appelais. Enfin, moi, j'étais déjà ailleurs, hein, c'était déjà, voilà. Et puis là, on m'a amenée à l'hôpital militaire de Dehradun. Et puis là, ils se sont occupés de moi, ou là, j'ai dit adieu à mes parents au téléphone. Enfin, voilà, ça a été un moment très, très difficile. Mais en fait, il y a 3 ans avant, alors je savais que j'avais une malformation, mais normalement, elle ne devait pas se mettre à saigner comme, comme elle a fait. Enfin, c'était pas ce Ah qui oui, était donc tu le prévu. savais. Tu l'avais Ouais, découvert quand? ouais, je l'avais découverte 3 ans avant, quand j'étais en Indonésie. Je travaillais pour l'UNESCO. Je faisais une mission là-bas à Jakarta, et en fait j'ai eu la dingue. Voilà, donc je me suis retrouvée à l'hôpital pendant quelques temps, et à la suite de ça, bah, je suis revenue au bureau de l'UNESCO. Et puis là, bah, je sais pas pourquoi, mais j'avais des maux de tête, mais c'était une horreur, quoi. En fait, j'avais envie de me cogner la tête contre les murs. Et puis, donc, je suis retournée à l'hôpital, et là, ils m'ont fait une IRM, et là, ils ont découvert que j'avais quelque chose au cerveau. Mais ils savaient pas exactement. Donc, j'étais à l'hôpital militaire de Jakarta, et là, ils savaient pas ce que j'avais non plus. Et donc, en fait, bah, à ce moment-là, j'ai été rapatriée. Donc, c'est le premier rapatriement, parce après, il y en a eu plusieurs. Une longue série, oui. Voilà, exactement. Et pour des raisons très différentes à Oui, chaque les fois. compagnies d'assurance Voilà. t'adorent d'ailleurs. Ouais, vraiment, elles te kiffent. Exactement. Et donc, voilà, premier rapatriement, c'est là, au Kremlin-Bicêtre à Paris. Donc, j'ai eu toute une batterie, enfin, d'examens. Et ils m'ont dit que j'avais une malformation au cerveau. D'ailleurs, ils m'ont fait rire, parce que quand je suis arrivée au département, enfin, la neurologie, là, au Kremlin-Bicêtre, ils ont dit attention, on a une dingue qui arrive, parce que je venais d'avoir la dingue aussi, donc c'était un petit jeu de mots. Oui. Donc, et en fait, je suis donc là, ils ont vu que j'avais un cavernome, et le chirurgien, enfin le neurochirurgien, avait dit à l'époque, bah, c'est pas la peine d'opérer, vous pouvez vivre avec. A priori, voilà, il y avait pas de danger, quoi. Voilà. Et puis, bah, 3 ans plus tard, ça s'est déclenché sans aucune raison, voilà, à côté de la tombe de Ma. Enfin, voilà, donc j'avais déjà un attrait aussi pour Mananda Mai, hein. Je pourrais pas expliquer les raisons. Encore une fois, il y a rien de rationnel, mais pourquoi ça s'est déclenché à ce moment-là, là-bas, à côté de cette tombe, voilà, je pourrais pas expliquer. Voilà. Mais et donc là, oui, j'ai cru mais je savais que j'avais une hémorragie, enfin que j'avais une malformation, mais je ne pensais pas que ça allait se déclencher. En fait, c'était ça la grande surprise. Et puis moi, j'ai cru que c'était la fin, quoi. C'est-à-dire, quand j'ai repris conscience à l'hôpital de Dehradun, quand ils m'ont montré l'image du scanner, etc., bah, je me suis dit, moi je connaissais la taille du cavernome, mais je me suis dit là, avec le sang voilà, avec l'hémorragie, je me suis dit, ça y est, c'est foutu, quoi. Puis quand on voit la lumière, enfin, j'avais ce sentiment en fait que il y avait rien qui pouvait me faire dire le contraire. J'avais ce sentiment à l'intérieur de moi que j'allais vraiment partir, quoi. Et peut-être parce que j'étais déjà passée de l'autre côté, en fait. C'était très très étrange. Et puis finalement, ben, ils m'ont amenée à l'hôpital à New Delhi. Je suis restée aussi quelques temps après rapatriement. Puis là, j'ai été opérée donc en France.
Et c'est quelques mois plus tard, je suis allée vivre au Canada où j'ai commencé mon doctorat. Mais non, ça n'a pas été évident. Mais cette malformation, je la connaissais déjà en fait. Mais personne ne savait que ça allait se mettre à saigner comme ça. Et voilà, ça c'était un peu la Et surprise. alors, forcément, raccourci 2,50 €, mais la passion pour les religions, elle était antérieure? Ah oui, ça depuis D'accord. longtemps en fait, Mais la depuis l'âge de décision, mais du coup, de passer la troisième et d'aller faire là le PhD au Canada sur les sciences, est-ce que c'est le résultat direct de l'accident où tu t'es dit, Alors et- j'étais en Inde en fait là et je devais apprendre le tibétain à la base pour mon PhD justement à la London School of Economics. J'avais un PhD, mais c'était en sciences sociales et tout. Et puis mais j'étais pas convaincue et puis voilà, c'était pas vraiment ce que je voulais faire et puis c'était pas exactement les sciences sociales, c'est intéressant, mais je me sentais limitée en fait dans mon champ d'études. Et puis en fait, quand j'étais en Inde, j'ai pas du tout appris le tibétain. Je me suis baladée dans différents ashrams, j'ai fait de retraites, je suis allée voir des maîtres, j'ai visité des lieux sacrés, des lieux de pèlerinage. Et puis au bout de 4 mois, il y a eu cette hémorragie qui a tout stoppé. Et puis c'est là, quand on donc j'étais déjà en pleine réflexion et puis l'hémorragie en fait, enfin le fait de passer à côté de la mort, là je me suis dit c'est bon là, j'ai maintenant tu vas jusqu'au bout et puis tu fais ce que tu as toujours souhaité et puis comme j'avais rencontré ce professeur quelques heures avant, je me suis dit, bon enfin là je pense que si j'y vais pas maintenant, j'irai jamais quoi. Enfin voilà, les portes se sont grandes ouvertes et donc là j'ai décidé de sauter le pas, quoi. j'ai envie de te poser cette question, Je suis comment prête. tu interprètes cet événement? Parce que forcément, là où tu te trouves, c'est-à-dire à côté de cette tombe, de cette déesse, Mm. qui a une signification particulière, Ouais. cette condition préexistante, mais qui était finalement, d'après les médecins, endormie, pas de source d'inquiétude, mais là, il y a eu vraiment quelque chose de très brutal, alors qu'il n'y avait rien de brutal finalement dans ton environnement ou dans ton Mm. activité. Mm. Tu aurais eu le même accident après avoir plongé ou après Ou en avoir montagne, ouais. gravi un Ouais, ouais. sommet. Ouais, Bon, ouais. ben, on l'aurait expliqué. Là, Ouais. Non, là, il n'y avait visiblement, aucune c'était pas le cas. explication. Ouais, ouais. Donc, toi, est-ce que tu accepterais de nous livrer ton interprétation personnelle de Mm. ça? Voilà, est-ce que tu as une interprétation religieuse? Est-ce que tu as une interprétation en te disant, Mm. voilà, c'est juste le hasard? Comment tu l'as intégré dans ta vie? Comment tu l'expliques? C'est vrai que j'en parle pas forcément ouvertement, hein. Et puis j'aime pas, je cherche pas toujours à interpréter. Là encore une fois, quand j'ai eu mon accident sur l'Icefall, enfin on en parlera après, mais j'ai pas essayé non plus d'interpréter le pourquoi c'était arrivé, pourquoi moi, etc. Bref, et pourquoi je m'en suis sortie alors que j'aurais dû, enfin concrètement j'aurais dû mourir. Donc c'est vrai qu'il y a, il y a pas mal de choses qui m'échappent. Mais par rapport à Mananda Mai et mon hémorragie, alors moi j'étais pas là pour rien, hein, d'ailleurs, et ma thèse de doctorat, ce qui a donné aussi un livre après, enfin aux États-Unis, c'est sur Mananda Mai aussi. Et quand j'ai rencontré le professeur canadien quelques heures avant, je lui disais que justement, si je pouvais, je ferais un doctorat, un PhD que je choisirais comme thématique, enfin le Mananda Mai, quoi. Voilà, ça serait le sujet de ma thèse. Donc en fait, c'est très étrange en effet, et j'ai pas d'explication rationnelle, mais tout ce que je peux dire, c'est que oui, je ressens une forme de protection en fait, ce qui n'empêche pas les épreuves, ce qui n'empêche pas que j'ai eu des accidents, etc. Mais je sens ouais comme une forme de protection de peut-être de ouais d'ailleurs, quoi. Voilà, c'est peut-être qui est très lié aussi à la figure de la mère. Ouais.
la figure de la mer, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, la déesse mère, Mananda Mahi, mais ça, je l'ai vu aussi en montagne. C'est très lié en fait. Et je dirais, et quand j'ai gravi l'Everest, je pensais à ça parce que l'Everest, c'est pas n'importe quelle montagne, pour les locaux, c'est une déesse, c'est la déesse mère, c'est la déesse mère du monde pour les Tibétains qui l'appellent Chomolungma, pour les Népalais, c'est pour ça qu'ils lui font des offrandes, c'est pour ça que voilà, ils invoquent sa protection aussi avant de gravir, hein, parce que personne ne va s'aventurer avant d'avoir fait des cérémonies et des offrandes pour la déesse mère. Et il y a toujours ce fil conducteur, enfin lié à la mer, quoi, la figure de la mer et cette forme de protection en fait. Et je pense, voilà, pour moi c'est très lié, mais encore une fois, j'ai pas d'explication rationnelle à donner. Mais c'est de cet ordre-là en tout cas. Il y a quelque chose autre qui me dépasse et qui est là, qui est présent, mais que je ne pourrais pas forcément expliquer voilà, dans nos mots. Mais en tout cas, ouais, c'est de l'ordre, on va dire, de l'ordre ouais, du sacré. Ouais. Quelque chose qui me dépasse, ouais, si je peux D'accord. résumer comme ça. Oui, oui, mais en sachant que C'est pas évident. j'attendais pas forcément une réponse rationnelle, Ouais, justement. Ça peut être ouais, quelque ouais. chose voilà, qu'on a du mal à expliquer avec des mots. Mais par C'est un rapport à Mananda sentiment, Mahi, oui. Mananda Mahi, enfin, juste pour revenir sur elle, c'est vrai alors moi je l'ai jamais connue de son vivant, hein, mais c'est vrai que, alors pour avoir lu énormément sur elle, pour avoir fait toute ma thèse aussi, voilà, interviewé beaucoup de dévots, de disciples qui l'avaient aussi connue, c'est vrai qu'il y avait des choses étranges qui se passaient, un peu, voilà, un peu de l'ordre, un peu du miracle, enfin qu'on ne saurait pas expliquer en tout cas. Mais c'était très très fréquent en fait dans ce que j'entendais en fait. Donc voilà, c'est toujours délicat de parler de ça parce que bon, mais il y a des choses oui qu'on n'explique pas. Et en tout Oui, oui. cas, oui, il y a cette forme cette protection qui est là, qui encore une fois, qui n'enlève pas les épreuves, les difficultés, mais voilà, je sens que il y a de nombreuses reprises, j'aurais pu ne plus être là et je suis encore là et voilà, et comme je l'ai encore vu, alors je vais pas pour autant prendre des risques inutiles et faire n'importe quoi en me disant ah bah ça y est, voilà, de toute façon je suis protégée, non pas du tout, c'est pas ça fonctionne pas comme ça. Mais ouais, en tout cas, oui, encore une fois, elle est vraie, j'ai senti que voilà, j'aurais pu y passer là. Mm. Donc, C'est sûr que quand on s'intéresse à ton parcours, on n'a pas forcément envie de partir en vacances avec toi. non, non, au contraire. Non, mais Au bon, ça se contraire, c'est discute, que. hein. On pourrait dire, Oriane a un peu la poisse quand même, hein. Non, non, au Alors contraire, justement, justement, c'est pour que tout le que. monde comprenne, pour que tout le monde comprenne ce dont je parle, moi, ce qui me fascine, je connais un tout petit peu la montagne. Ouais. Je dis un tout petit peu parce que par rapport à ton parcours, c'est absolument ridicule, mais avec moi, j'ai passé ma vie en montagne de l'âge de 5 ans jusqu'à peu près mes 22 ans. Quand on fréquente la montagne, quand on pratique l'alpinisme ou l'escalade, ou peu importe, tout ce qui est un peu supérieur à la montagne à vache, il y a cet aspect apprentissage, technique, Mm, entraînement, acclimatation. Voilà, c'est un apprentissage qui est assez long. C'est une relation avec la montagne, avec les éléments, etc., qui s'apprend. Et alors, ce que j'ai entendu de ce que tu disais tout à l'heure, et ce qui me semble avoir lu aussi, c'est que toi, mm, finalement, c'est même pas que tu t'es lancé dans l'alpinisme en allant à l'aiguille du Midi ou même faire le Mont Blanc, c'est tu t'es lancé dans l'alpinisme en allant directement en Himalaya, et alors mm, même que tu avais pas justement forcément cette expérience passée, cet apprentissage. Comment tu en es arrivé là? Comment ça s'est passé? Et c'est vrai que de l'extérieur, on est assez dubitatif. mhm. Parce Alors, que ouais. même pour gravir le Mont Blanc en France, qui a 4008, on sait qu'il faut de l'acclimatation, il faut un minimum. euh, on- on- Aujourd'hui, on a l'impression que c'est facile et que tout le monde peut y aller, mais non, ça reste quand même de la haute montagne et il y a pas mal de gens qui font demi-tour parce que justement, ils sont pas acclimatés. Mhm, Alors, a fortiori, en Himalaya, on a des plateaux qui sont déjà à 5000 mètres. mhm. Donc, comment ça s'est fait?
Voilà, moi j'ai été un peu surpris et dubitatif en me disant ça a l'air d'être quand même quelqu'un qui fait pas les choses n'importe comment, Mmh. qui apprend, qui se prépare, qui s'intéresse. Puis tu nous l'expliquais tout à l'heure, tu es curieuse, tu vas au fond des choses. Mais comment tu bascules comme ça du jour au lendemain en te disant bah tiens, je vais aller en Himalaya et puis je vais aller accessoirement, je vais aller faire le Lhotse qui est quand même loin d'être une montagne Ouais, facile. c'était pas le plus simple des 8 000 Non. à faire. C'est vrai que j'étais un peu, mais alors moi déjà par rapport à la montagne et la haute montagne, alors je vais à Chamonix depuis que je suis née en fait, c'est-à-dire à la base je suis de Sceaux, de la région parisienne, donc j'ai vécu à Sceaux toute, mon enfance, mon adolescence, mais on allait fréquemment à Chamonix avec mes parents. Mais alors c'est pour le ski. Alors, j'étais très bonne en ski, mais par contre tout ce qui est alpinisme, mes parents m'ont jamais encouragée à me lancer là-dedans. Et puis j'étais pas forcément d'ailleurs attirée. Et puis donc j'ai jamais pratiqué en fait d'alpinisme quand j'étais jeune. Et puis par rapport à l'Himalaya, en fait, bah, très tôt, je me suis retrouvée au enfin, ce rêve de grimper les hauteurs himalayennes, date d'il y a très longtemps, hein, et de gravir l'Everest. En fait, j'avais 23 ans et quand je me suis retrouvée au camp de base de l'Everest, côté tibétain. Donc là, je m'étais dit, en fait, c'était devenu comme une évidence, voilà, qu'un jour j'allais être en haut. C'était une évidence, en fait. Je savais pas comment l'expliquer, etc. Puis après, 2 ans plus tard, il y a eu mon hémorragie cérébrale, bah, qui a tout freiné. Mais bon, pour l'instant, dans tous les cas, je n'avais aucune expérience en haute montagne, en himalayisme, mais c'est venu en effet bien plus tard. C'était en quelle année? C'était en 2013. Ouais, 2013. Donc j'avais déjà 34 ans, ouais. Et là, en fait, alors j'ai continué par contre autant, bah, j'ai évité les hauteurs, etc. Mais j'ai continué quand même à faire des treks, des marches. Et puis, et il y a un été, j'ai fait la traversée des Alpes à pied, donc du lac Léman jusqu'à Nice. Et c'est là où j'ai rencontré un chasseur alpin, et donc, enfin, on se recroisait de temps en temps. Voilà, lui il marchait, bah, il avait son rythme, etc. Puis des fois on se retrouvait dans quelques-unes des étapes. Et puis donc la traversée des Alpes, enfin, 2, 3 semaines plus tard, je l'ai contacté et je lui ai dit, ouais, je lui ai demandé s'il pouvait pas m'emmener au sommet du Mont Blanc, parce qu'en fait, bah, il avait l'habitude d'emmener des groupes au sommet. Et je lui ai dit, tu peux pas m'emmener au sommet parce que bah, faut que je trouve une idée de cadeau pour mon père, pour ses 70 ans. Il a toujours rêvé d'aller au sommet du Mont Blanc et ben, j'aimerais y aller à sa place. Et donc finalement, il m'a amené, mais en fait, là, j'avais aucune expérience. J'avais jamais utilisé de piolet de ma vie. Ça a été très direct comme apprentissage. Bah, là, j'avais pas trop le choix. Je suis passée par la voie des Trois Monts et en fait, ça a été ma première montagne en fait à gravir. Ça a été le Mont Blanc, donc à 34 ans. Et là, oui, je n'avais aucune expérience du tout et j'ai appris à utiliser un piolet sur la voie des Trois Monts. Voilà. Donc, ça a été un peu, un peu soudain et je me suis rappelé de ce Et que t'as pas m'avait fait dit. d'acclimatation avant. Non, non, mais alors c'est vrai, comme j'avais passé bah, tout l'été dans les Alpes à marcher, etc. Hmm. Alors j'avais une bonne Oui. condition physique, mais par contre, quand j'ai atteint le sommet du Mont Blanc, c'est là où, bah, en fait, je ne le savais pas, mais j'ai eu un Un petit peu œdème. mal à la tête. Mal à la tête, ouais. Ouais, j'ai eu carrément un œdème en fait. Ouais. Moi, je le voyais pas. Mon visage avait gonflé, mes lèvres avaient triplé de volume, mes mains aussi. Et quand on est redescendu, enfin, on a fait la grande traversée, donc on est redescendu par le goûter. C'est quand ils m'ont vu au goûter, ils m'ont dit, mais en fait, je crois que vous avez l'air pas très bien et tout. Et en fait, j'avais fait un œdème, et c'est là où je me suis rappelé de ce que m'avait dit, voilà, mon neurochirurgien, et qui m'avait dit, bah, c'est pas bon pour moi l'altitude, quoi. Et donc après ça, j'ai fait des tests d'hypoxie pour voir un petit peu à Avicenne, à l'hôpital d'Avicenne à côté de Paris. Et là, ils m'ont dit que ça allait, que c'est un œdème localisé, etc. Puis après, bah, j'y ai pu repenser. Donc en fait, c'est la seule montagne que j'ai gravie avant le Lhotse. Donc C'est j'ai fait invraisemblable. et j'ai quand même fait non, j'ai fait le Mont Blanc dans ces conditions et puis j'ai fait l'Imlung avant le Lhotse. Alors c'était quelques mois avant.
Je venais de quitter le ministère des Affaires étrangères et j'ai fait l'Imlong, qui est un 7000 au Népal, justement pour tester si j'étais capable, en fait, si mon cerveau était OK pour suivre ma tête. Et en fait, ça a été. Et ça a été même, j'allais bien mieux que la plupart des gens, en fait. En fait, j'ai pas souffert du mal d'altitude. J'ai jamais, en fait, subi le mal d'altitude. Donc je pense que j'ai une assez bonne capacité d'acclimatation. Et donc j'avais fait, en fait, oui, c'est ça, c'est les deux montagnes que j'avais gravies. Donc avant de faire le Lhotse, donc c'était le Mont Blanc. Avec donc ce chasseur alpin qui était aussi d'ailleurs un commando. Enfin, lui, il était tout le temps en opération extérieure, etc. Et donc, je lui faisais énormément confiance, hein, sinon je me serais pas lancée non plus avec lui à l'assaut du Mont Blanc. Et puis il y a eu l'Imlong, voilà, 7000, mais c'est les deux seules montagnes que j'avais grimpées avant de faire le Lhotse. C'est pour ça que bon, Je fais j'étais une pas petite forcément très parenthèse rassurée, ouais. pour ceux qui nous écoutent. Alors, faites pas ça. Euh, non, mais blague à part, sur les montagnes qu'on peut trouver en France, et notamment le Mont Blanc, même si aujourd'hui ça s'est énormément démocratisé, que l'accès est plus facile, que voilà, il y a beaucoup de gens qui y vont, etc. Ça reste de la haute montagne, ça se prépare, il faut avoir un guide. Le mieux, Mm, c'est quand même de s'acclimater, parce que c'est quand même mm, dommage d'arriver suffisamment haut et de devoir faire demi-tour, parce que justement, on fait un œdème et qu'il faut rebaisser en altitude. mm. Donc, soyez sérieux, humble vis-à-vis de la montagne. Le Mont Blanc, ça rigole pas trop non plus. Mm. Voilà. Non, non, je confirme, Et alors, je je parle même confirme. pas du Lhotse, parce que je pense que là, pour le coup, il y a moins de gens qui risquent de se dire, tiens, on va se faire le Lhotse c'est au mois d'août, parce qu'on ne savait pas où aller. Mais, pardon, parenthèse fermée. Mais non, non, je confirme, il faut. Alors, je connaissais ma condition physique, encore une fois, quand j'ai fait le Mont Blanc. J'avais déjà fait plein des treks longue distance. Là, je venais de faire la traversée des Alpes. Je savais que j'avais une bonne capacité d'acclimatation, même si j'avais eu mon hémorragie dans le passé. Je sais que la haute altitude, voilà, je tombe pas malade, voilà. Donc, il y avait. Et puis, je savais aussi que j'étais dans de bonnes mains. Voilà, c'était quelqu'un qui avait amené plein de militaires déjà au sommet du Mont Ouais, Blanc. clairement. Enfin, Avec un chasseur alpin, tu risquais pas grand-chose. voilà, donc j'avais entièrement confiance. Donc il y avait plusieurs choses sinon je serais, voilà, non, je serais pas allée. Je suis pas du tout inconsciente, loin de là. Au contraire, voilà, je fais attention et je tiens à ma vie. Alors, le Lhotse. Le Lhotse, oui, ça n'a pas été simple. C'était mon premier 8000, ouais. Mm. Quelque part, c'était une manière de me rapprocher de l'Everest, parce que finalement, pour moi, l'Everest toujours été mon objectif, enfin mon rêve, hein, depuis très jeune. Donc, je me rapprochais au fur et à mesure de l'Everest. Tout ça, c'était comme une préparation, on va dire. Alors, le Lhotse, pour ceux qui nous écoutent, c'est le quatrième plus haut sommet du monde. Mm. Il est voisin de l'Everest. C'est une montagne C'est pas le plus très... simple des 8000, ouais. Non, c'est très complexe. Il y a un couloir qui est assez raide, et puis à la fin, tu as quand même des pentes à 80 degrés, quoi. Donc c'est un couloir, c'est du mix, enfin c'est un mélange de roche, de glace, de neige. Enfin c'est bon. Après, maintenant, après avoir fait l'Everest, je veux dire, c'est pas simple non plus. Donc maintenant, je peux comparer. Donc même si je trouvais le Lhotse relativement difficile, après, j'ai pas fait non plus la Purna au K2. Mais après avoir fait l'Everest n'était pas simple non plus. Mais en fait, c'est pour d'autres raisons, en fait, d'autres facteurs. Donc à chaque fois, à chaque montagne, il y a rien de simple, hein. Même donc, j'aime pas finalement trop les comparaisons, mais c'est vrai que le Lhotse est assez raide, ouais. Et c'est quand même, il y a un couloir où il y a beaucoup de chutes de pierre aussi, et ça a pas été simple. Et alors, l'Everest? Je pensais que après le Lhotse, alors, je me disais pas que ça allait être simple, hein, que ça allait être facile, mais là je m'attendais pas autant de difficultés. Donc je suis
j'ai commencé l'expédition, c'est toujours à plus ou moins la même période, en fait, c'est au printemps. Et donc, on commence déjà par une marche d'approche. Enfin, je dis ça pour les auditeurs, enfin, ceux qui écoutent, qui connaissent pas forcément. On commence par une marche d'approche. On fait donc un trek, en fait, jusqu'au camp de base. Là, on s'acclimate. Puis après, on fait les rotations. Donc, pour s'acclimater, justement, on fait ces allers-retours entre les camps supérieurs pour que notre corps, en fait, s'adapte au manque d'oxygène. Et c'est seulement après ça qu'on fait le sommet, l'ascension finale. Et en fait, moi, dès le départ, quand j'ai commencé la rotation, donc j'ai atteint le camp 3, qui est à 7002 à peu près. Et donc, tout allait très bien. J'étais en bonne condition physique. J'ai pas eu de mal d'altitude. Enfin, j'avais touché voilà, le camp 3. Tout allait parfaitement bien. Et c'est à la redescente que voilà, ce que je craignais le plus est arrivé. C'est que j'ai été prise dans une chute de sérac, donc c'est ces gros blocs de glace, ces énormes, ouais, c'est énorme en fait, qui sont cassés la gueule en fait, ils ont chuté et donc et moi j'étais juste en dessous. Et quand j'ai entendu le bruit, enfin, j'ai même pas eu le temps de regarder, hein, et là, j'ai compris que c'était probablement la fin. Enfin, voilà, je me suis dit, si je m'en sors là, enfin, je savais exactement. Et là, je me suis dit, là, cette fois-ci, c'est pas comme dans les films, c'est pas là, ça c'est la réalité. Là, c'est vrai. Là, ça t'arrive, Oriane. C'est pas ce que tu as anticipé qui pourrait se passer. Non, ça arrive vraiment. Et en fait, je me suis dit, c'est la fin, quoi. Enfin, je vois pas comment je peux m'en sortir. Et à moins, voilà, d'un miracle justement. Et en fait, j'ai été frappée violemment par un des blocs qui tombait et mon bloc, il a la taille, je sais pas, d'une grosse bagnole une grosse voiture, quoi, une énorme bagnole. Et puis, j'ai été frappée par le bloc et j'ai été projetée, en fait. Et là, le bloc m'a frappée sur le côté gauche. Et puis quand mon Sherpa m'a retrouvée, alors j'ai repris conscience. Il m'a dit, il me demandait si j'étais OK. Alors tu sais pas trop quoi répondre dans ces moments-là. Quand t'es OK. Enfin, donc moi, en fait, je pleurais parce que j'avais très très mal en fait. J'avais très 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 mal et puis je saignais sur le côté gauche et j'avais l'impression d'avoir l'oreille cassée. J'entendais plus grand-chose. Et puis là, il m'a dit tout de suite, il a vu que que je répondais quand même, et il m'a dit tout de suite, lève-toi, il faut qu'on parte. Il faut qu'on parte et parce qu'il y a d'autres blocs qui peuvent tomber. Et puis là, là, quand on réalise qu'on vient déjà, donc on est en vie et on tient à garder la vie et que c'est pas grave la douleur. Et puis là, je me suis relevée et en fait, j'ai pas traîné et j'ai continué à marcher en fait en titubant, comme si j'étais saoule, quoi. Et donc, et puis là, après, ils m'ont évacué donc quand je suis arrivée au camp de base. Moi, il a quand même fallu traverser toute la cascade de glace comme ça, en titubant et en saignant et tout. J'avais extrêmement mal et puis j'étais un peu très traumatisée, quoi. Mais voilà, et c'est pour ça qu'après, quand on commence son expé avec ça, voilà, c'est pas évident. C'est pas évident voilà, de continuer. Et donc, j'ai fait un petit séjour à l'hôpital avant, à Katmandou, là où ils m'ont soignée. Et puis après, finalement, j'ai décidé de revenir, ce qui n'a pas été simple, non plus, parce qu'il y a un trauma qui est là après, hein. Parce qu'il fallait repasser par la cascade de glace. Et puis après, il y a rien qui a été simple. Après, il y a eu les conditions météo n'étaient pas ce qu'elles devaient être. Il y avait des rafales de vent aussi par la suite. Entre le camp 3, le camp 4, à des rafales à 100 km/h. Donc après, tout a été retardé. Finalement, je suis restée 3 jours dans la zone de la mort, ce qui est, enfin, à plus de 8000 mètres, ce qui n'était pas du tout prévu. Et donc forcément, j'avais pas l'oxygène pas assez d'oxygène aussi. Et puis après, j'ai eu des gelures. Enfin bref, et puis je me suis cassé le pied à la redescente. Il a fallu quand même continuer. Donc enfin voilà, il y a eu plein de
plein de soucis et ça n'a pas rendu l'expé facilement, enfin facile quoi. Et donc je me dis, il n'y a aucun 8000 qui est simple, hein. Je me dis, alors, j'ai pas fait le K2, j'ai pas fait l'Annapurna, etc. Mais chaque montagne a ses difficultés, puis tout dépend, en fait, des facteurs, de ce qui nous arrive, de notre chance, de notre préparation. Enfin, voilà, c'est pas, il n'y a rien d'acquis et il y a rien de simple, hein. Donc, l'OTC, Everest ou d'autres, voilà. Et, et même une expédition Mont Blanc, hein, ça peut se transformer aussi en catastrophe, hein. Donc, ouais. Entre le moment où tu t'es pris le sérac dans la figure et le moment où tu as atteint le sommet, il s'est passé combien de temps? Alors, j'ai pris le sérac dans la figure le 28 avril. Donc, ça, c'est la date Mhm. aussi qui marque. Oui. Et au sommet, j'étais au sommet le 17 mai. Et donc, en fait, je suis restée une dizaine de jours à Katmandou. Et après, je suis finalement revenue au camp de base. Et puis, ça a été une décision, mais ouais, après, c'est encore une fois, voilà, il y a personne qui peut nous dire quoi faire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Mais moi, en tout cas, je me suis écoutée. Puis c'était la décision à prendre. Je voulais continuer cette expédition et voilà, c'était mon rêve depuis longtemps. Donc, même la peur de la mort et le trauma, voilà, m'ont pas l'envie d'aller en haut était plus forte. Et donc, je suis retournée et il s'est passé, bah, voilà, entre le 17 mai et le 28 avril, donc ouais, à peu près 3 semaines, quoi. Mais et j'ai Et les- commencé l'ascension finale, ce qu'on appelle le summit push. Voilà, donc quand je suis partie au camp de base pour aller jusqu'au sommet, hein, là c'était le 11 mai. Voilà, le 11 mai. Et là tout a été retardé parce que fallait faire aussi en fonction de l'équipe, des conditions météo. Et à la base, moi, je voulais atteindre le sommet juste après au même moment, en même temps que les Sherpas fixaient les cordes en haut, je voulais en fait y aller quasiment avec eux. Et puis tout a été retardé, mais ça, c'est lié en fait à mon équipe. Et oui, parce que des fois, ça dépend aussi des autres, hein. Ça dépend pas que de soi, et de son état physique, de ses conditions, etc. Ça dépend aussi des autres. Et puis après, il y a eu les conditions météo qui n'étaient pas bonnes. Bref, voilà, il y a eu plusieurs choses qui fait que j'ai atteint le sommet que le 17 mai. Ce que tu as ressenti là-haut, Alors, une fois au sommet, ce que j'ai ressenti là-haut, alors bien sûr, c'était, il y a un grand moment de joie, hein. C'est une joie, je dirais une joie pure, en fait, très profonde, très intense, en fait. C'est quelque chose, c'est une joie qui vient vraiment de l'intérieur, en fait. Qui est mêlé aussi à un sentiment de gratitude. C'est tout ça en même temps, quoi. Mais c'est très bref à la fois. J'avoue que ça a duré quelques instants, mais c'était extrêmement bref parce il faisait tellement froid. Je sais pas, à peu près, il devait faire -40. Enfin, cette année a été particulièrement froide et ça, tout le monde pourra le confirmer. On a rarement eu en fait un Everest aussi froid, enfin depuis ces dernières années. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant de gelures aussi, hein. Il y avait pas, moi j'ai eu des gelures, mais les Sherpas ont plein de gelures. Quand je suis retournée à l'hôpital par la suite pour mes gelures et pour mon pied cassé, l'hôpital était rempli aussi de Sherpas, quoi. Ils avaient jamais vu ça, donc il faisait particulièrement froid et donc on n'a pas envie de traîner. Et puis encore, on pense aussi il y a toute la descente à faire, quoi. Et surtout, moi, je pensais au Rosso Hilary. C'est là où il peut y avoir quelques embouteillages, justement parce qu'il y a tellement peu de place pour passer que voilà, on peut être vite bloqué. Et donc, je voulais pas être bloqué en haut à plus de 1 000 mètres, quoi. Donc voilà, j'ai pas traîné, mais il y avait quand même ce sentiment de joie qui était là. Mais c'est pas un endroit où on s'attarde. Voilà, c'est assez inhospitalier comme lieu. En fait, c'est un endroit, on fait que mourir en fait à vitesse grand V. Donc ouais, c'est pas un endroit où on traîne. Et puis alors moi, par rapport au Lhotse, alors le Lhotse, ça m'avait fait aussi un peu le même effet dans le sens où
j'étais très heureuse parce que voilà, j'étais face à l'Everest, j'avais atteint donc le Lhotse c'est 8516 mètres donc voilà, c'était un moment très spécial mais pareil, on n'a pas envie de s'attarder à cause du froid, même s'il faisait moins froid que là quand j'ai fait l'Everest. Mais il y avait un cadavre. Ouais, c'est ça ce qu'on m'avait pas dit, c'est qu'il y avait un cadavre quelques mètres plus bas, donc un Himalayiste qui était mort en haut. En fait, il y a un peu plus de 7 ans. Donc là, maintenant, ça fait 11 ans qu'il est là-haut. Et en fait, il faut le frôler en fait pour atteindre le sommet. Faut le croiser, quoi. On n'a pas le choix. Et donc, c'est assez perturbant d'arriver au sommet en croisant un cadavre qu'on veut pas forcément regarder, mais on finit quand même par le regarder. Donc, voilà, on est quelque part accueilli par la mort et ça peut être c'est très perturbant en fait. Donc c'est un petit rappel et puis on se dit bah ouais on veut surtout pas traîner et puis pour l'autre en plus moi j'avais une tempête qui arrivait donc en fait on a une tempête pour redescendre après vous voyez les nuages qui arrivaient à toute allure donc ouais que ce soit le Lhotse ou l'Everest dans les deux cas c'est pas ouais on n'est pas là en contemplation enfin où la contemplation dure vraiment quelques instants mais et pourtant moi je me rappelle à l'Everest je me rappelle parce que je suis arrivée assez tôt, je suis arrivée, il était quoi, 6 heures, autour de 6h30. Et donc, il y avait le lever du soleil. C'était magique, quoi. C'est extrêmement beau. Mais on n'a même pas envie de sortir son appareil pour prendre des photos, etc. Parce encore une fois, il fait tellement froid que, donc, voilà, l'instant on en profite, mais voilà, c'est de très brefs moments. On se dit surtout, faut penser à la redescente et faut vite descendre, quoi. Est-ce que tu as eu une contemplation après coup? Oui, alors ça arrive après, c'est après coup. Euh, tout ça est arrivé bien après et déjà en fait bon moi la descente a été très pénible parce que j'étais très fatiguée après avoir passé 3 jours dans la zone de la mort. Voilà, j'avais plus trop d'énergie, j'avais plus d'oxygène depuis un moment. Enfin voilà. Donc après, la descente a été très dure et c'est là où je me suis fracturé le pied au niveau de la bande jaune, la Yellow Band. Donc c'est entre le camp 3 et le camp 4. Donc c'est peut-être, je sais pas, peut-être 7007 ou quelque chose comme ça, 7008. Et donc là, ça a été très pénible la redescente. Et là, j'ai chialé tout du long en fait parce que ça a été, j'ai souffert plus les gelures. Donc sur le moment, on n'est pas trop dans la contemplation, etc. On se dit, on veut juste sauver sa peau. Et parce que là-bas, encore une fois, c'est juste un pied cassé, hein, mais là-bas, il n'y a pas de secours. Et puis, tu traînes en haut, t'es mort, quoi. Donc, fallait absolument redescendre. Et puis, c'est à Katmandou, quand j'ai dû retourner à l'hôpital. Pour vu revenir, et encore vous. Mais je sais pas pour la même raison cette fois-ci. Et c'est vrai que là, j'ai commencé à réaliser en fait que j'étais allée au sommet. Mais ça a pris du temps et c'est quand j'ai vu la vidéo que mon Sherpa avait prise avec la GoPro, là, il y a tout qui m'est revenu, quoi. Et c'est vrai et ce sourire que j'ai d'ailleurs, qui est pas un sourire anodin, c'est pas c'est quand je parle de joie profonde, ouais, c'est une immense joie en fait qui est présente, une immense joie, mais quelque chose qui est très très intérieur en fait. Et puis sentiment de gratitude que j'ai, mais tout ça c'est vraiment ressorti, je dirais plus quand je suis revenue à Katmandou, où j'étais au chaud, où on s'est occupé de moi, où voilà, on s'est occupé de mes gelures, etc. Et quelque part, le fait que j'ai le pied cassé, les gelures, etc., parce que j'ai pas pu faire grand-chose pendant quelques semaines, là j'ai encore quelques séquelles, hein, d'ailleurs c'est pas fini. Mais tout ça m'a permis aussi de méditer, enfin quelque part de repenser à ce qui s'était passé, de prendre le temps en fait, de prendre le temps en fait de repenser à toute cette expédition et puis notamment au sommet quoi, de revivre tous ces moments-là, mais au calme, sans agitation, parce que
Là, je pouvais rien faire en fait. Je pouvais. Là, c'est au tout début. Là, quand je suis revenue à l'hôpital, pendant 2 semaines, je pouvais même pas me laver en fait. Je pouvais pas utiliser. Je pouvais pas marcher. Je pouvais pas utiliser mes mains parce qu'elles étaient avec les gelures des deux côtés. Donc, et tout ça finalement m'a permis aussi de repenser à toute cette ascension et au fait que je me sens hyper reconnaissante, enfin, une énorme gratitude, ouais, pour la vie, en fait, de m'avoir permis d'atteindre mon rêve et d'avoir atteint mon sommet, atteindre le sommet de l'Everest, et puis d'être encore en vie malgré tous les obstacles et les accidents que j'ai eus. Donc, ouais, mais tout ça est revenu, en fait, tout ça est venu après coup. C'était pas au sommet, en fait. Au sommet, tu penses juste à ta vie. Enfin, si, encore une fois, tu sens que t'es très joyeux, hein, mais c'est pas, tu penses à vivre, quoi, c'est tout. Et tu dis, il faut vite redescendre. Il peut se passer plein de choses à la redescente, comme ça a été le cas. Comme tu le sais, j'ai un attrait particulier pour la philosophie quand même. Ouais, Et il n'y a pas de philosophie sans parler de la mort. ouais, Toi, tu as une relation particulière avec la mort. on peut dire oui. Ah oui, Je pense. on peut dire oui, je l'assume complètement. Oui, je l'affirme. Il y a une relation Mm. particulière avec la mort parce que à plus d'un titre, si je me réfère à ce que tu as dit et uniquement ce que tu as dit, tu l'as même pas croisé, tu l'as embrassé, tu as vu la lumière, ce que Ouais, tu as dit, mm, tu as même eu le sentiment d'être passé de l'autre côté finalement et ouais. d'être revenu. J'avais perdu toute notion de temps et d'espace, hein. C'est enfin, ce dont, enfin, on se rappelle plus de grand-chose, hein, voilà, mais c'est ce que j'ai vécu, c'est qu'il y avait le temps et l'espace avaient complètement disparu, en fait. C'était comme si j'étais, j'étais comme le tout, en fait. Ouais, c'est comme ça que je décrirais, en fait, ce que j'ai vécu. Donc tu l'as vécu de l'intérieur. Elle est Mm. venue une première fois à l'intérieur de toi. Voilà, t'as fait faire une petite danse, Ouais, et puis t'as exactement. laissé, et Ouais, ensuite donc j'y vais. t'es allé la rechercher. Pardon, je vais reformuler. C'est pas ça. T'es pas allé la rechercher. T'es pas allé la Alors, rechercher. je la Non, non, cherche pas non, la non, c'est mort, pour mais ça. après, Non, c'est non, le vrai mot était que, très mal ouais, choisi. ouais, Pardon. ouais. Non, non, mais Non, elle s'est représentée, disons, elle s'est présentée à moi à tu l'as nouveau. reconfronté. Ouais. Confronter quelqu'un ou quelque chose, on a une démarche active en sachant que on va très certainement faire face à cette personne ou à cette chose, mais on y va Mm. quand même. Quand on Ouais. fait de la montagne, d'une manière générale, et Mm. a fortiori en Himalaya, on confronte la mort. Peu Ouais. importe les circonstances, peu importe les conditions, l'équipe, voilà, c'est une démarche proactive où on sait qu'on va se confronter à la mort. Et tes expériences l'ont démontré. Et tu as été cette fois-ci confronté violemment à une mort venant de l'extérieur, Mhm. que ce soit le sérac et tout ça. Tu le disais aussi il y a quelques instants, t'as caressé la mort à l'arrivée du sommet avec ce cadavre qui est là et puis Mm. cette, cet empressement quand on est au sommet où on est là où on voulait être, mais paradoxalement, c'est un endroit où on ne peut pas être. Ouais. Tu l'as C'est très ça, bien dit tout à l'heure. exactement. C'est-à-dire que Mm. c'est un endroit où on meurt Ouais. rapidement. Ouais. Il y a une accélération voilà, l'organisme meurt quand on est à ces Mm. altitudes-là et dans ces conditions-là. Donc, il faut vite redescendre. Donc, on voit bien par tous ces moments, toutes ces expériences, cette relation très réelle, très intense que tu as eue, que tu as avec la mort. Est-ce que aujourd'hui tu peux la décrire de ton point de vue cette fois-ci, cette relation, ce Mhm. que ça t'a apporté, ce que ça t'apporte aujourd'hui? Je, pourquoi je le Mhm. formule comme ça? Parce que pour ceux qui ont côtoyé la mort, en fait, l'idée, c'est qu'après, elle accompagne tout le reste de la vie. C'est pas quelque chose qu'on peut oublier. Mm. Et c'est finalement un accompagnement qui n'est pas forcément négatif, loin s'en faut.
qui a ses vertus. Alors parfois, malheureusement, en fonction des expériences, ça peut être, comme tu le dis, tétanisant et je pense que bon nombre de personnes qui ont subi ce que tu as subi avec la chute de Sérac seraient pas revenus en arrière Mmh. et seraient repartis. Et voilà, ils vivent avec cette crainte, etc. Et, euh, et c'est vrai que moi j'aime beaucoup cette phrase de Sénèque, je t'aime ô vie grâce à la mort. Et j'y crois beaucoup à ça parce que ça donne une Mmh. coloration, un regard à la vie Mmh. qui est pas le même. Donc est-ce que toi tu peux nous partager d'un point de vue personnel mais philosophique au sens Ouais. Ouais, ouais. apprentissage de la vie et de la compréhension de la vie et ce que cette relation à la mort t'a apporté, t'apporte aujourd'hui et voilà. Alors, la mort, enfin moi voilà, je suis incarnée dans un corps et cetera, donc je la crains quelque part, je la crains toujours, même si, c'est vrai, j'ai eu cet accident, cérébral, j'ai récemment été, dans cette chute de Sérac, puis il y a eu d'autres choses aussi, donc j'ai fréquenté aussi la mort, mais pas directement, mais voilà, j'ai été, dans des situations où oui, ça aurait pu mal tourner. Mais je la crains aussi, même si elle fait partie de moi, hein, mais pour autant, voilà, quand j'étais sur mon lit de mort en Inde, enfin mon lit que je pensais être mon lit de mort, j'avais pas envie de partir, quoi. J'avais pas envie de partir et je trouvais ça presque injuste, alors que voilà, de partir tout de suite. Enfin, j'en voulais vraiment presque à la vie, en fait, de devoir partir. Et donc, non, j'aime vivre, j'aime la vie. Je tiens aussi à vivre. Et pareil, quand il y a eu l'accident, la chute de Sérac, donc quelque part, j'ai peur. J'ai peur aussi de la mort. Voilà, je reste humaine. Voilà, j'ai envie de vivre. Donc déjà, il y a ça. Mais c'est vrai que, quelque part, bah, la mort, c'est pour moi, c'est la vie. Enfin, les 2 sont étroitement liés, hein, c'est pareil finalement et sans mort, il y a pas de vie, enfin et inversement donc pour moi, la mort est quelque part, oui, elle est omniprésente en fait, et notamment quand on se retrouve dans des expéditions, faire le Lhotse ou l'Everest, mais la mort a toujours été omniprésente et ce qu'elle m'apporte entre guillemets, enfin, c'est bizarre de dire ce que la la mort m'apporte. Enfin, le fait d'avoir eu ces accidents, d'avoir été confrontée, d'avoir vécu ça, je dirais que, bah, peut-être que c'est un rappel pour moi qu'on n'est pas éternel, enfin que je ne suis pas, enfin personne n'est éternel, voilà, et que en fait on peut mourir du jour au lendemain et que il y a une seule chose qui compte, c'est l'instant présent, quoi. C'est l'instant, être dans le moment présent, d'être dans le ici et maintenant, et vraiment ouais, de vivre ces instants parce qu'on sait jamais, en fait, on peut mourir du jour au lendemain. Et donc, pour moi, ça a été, c'est pour ça que, bah, j'ai forcément, après mon accident cérébral, j'avais pas d'autre choix quelque part que de m'orienter vers ce qui me plaisait parce que c'était comme une évidence, en fait. Je- donc voilà, et qu'on c'est assez un peu ça, je dirais. C'est vraiment un rappel de l'impermanence et puis de vivre chaque instant et qu'on peut partir en fait à tout moment. Et puis la mort, moi, je la vois un petit peu. Je la vois pas, même si encore une fois, je tiens à rester vivante et je sais qu'un jour, ça sera mon tour de passer là, de passer de l'autre côté. Je vois pas la mort comme une fin en soi aussi. Euh, je vois la mort plus comme un passage en fait, comme un changement d'état. Et voilà, mais pour moi, c'est pas une fin en soi. Et j'essaie toujours de me rappeler, et c'est pour ça aussi que je me suis intéressée aussi à l'hindouisme, à ces grands sages de l'Inde. J'essaie toujours de me rappeler des paroles de certains sages par exemple, il y a Ramana Maharishi ou Mahananda Mahi, bien sûr, hein, mais ça, toujours se poser
poser la question, mais en fait, qui naît, qui meurt, enfin, quelle est finalement notre vraie nature? Est-ce qu'on est, voilà, est-ce qu'on est que ce corps? Est-ce qu'on est que ce mental? Est-ce que, voilà, c'est quoi finalement notre vraie nature? Et quand on se pose la question, ben, qui on est et qui finalement meurt, ben, ça aussi, ça permet de mettre la mort en perspective et de la voir aussi autrement. Mais qu'au final, pour moi, euh, oui, il y a pas vraiment de mort en fait. Oui, il y a un changement d'état. Et Ma Ananda Mahi, enfin je l'appelle Ma, ça veut dire mère, Ma disait que mourir c'est changer de vêtements. Donc c'est un peu ça que je pense. Mais malgré tout, voilà, quand j'ai entendu les séracs qui chutaient, je me suis dit là j'étais Pas ces pas. vêtements-là. Ouais, c'est ça, voilà. Pas maintenant. J'ai pas envie de changer de vêtements maintenant, non. Pas tout de suite. Et pareil quand j'étais sur mon lit d'hôpital dans le nord de l'Inde, je me suis dit, voilà. Et pourtant, à l'époque, bah, j'essayais justement de méditer sur la mort. J'étais allée rencontrer bah, justement des maîtres voilà, pour essayer de m'imprégner de leurs enseignements. J'avais passé beaucoup de temps aussi sur les lieux de crémation, notamment enfin, à Bénarès, voilà, où je passais des heures en fait à regarder les cadavres brûlés en me disant bah voilà que c'est finalement que c'est quoi notre vraie nature, et que tout ça n'est qu'un passage quoi, voilà. Mais bon, quand on se retrouve sur son lit d'hôpital et qu'on Oui. pense Il qu'on y a la va théorie et la mourir là, pratique. voilà, voilà exactement. Et là, je me suis dit ah ouais non, je suis pas tout à fait prête. C'est c'est ça. Et puis ouais, alors je me sentais pas du tout prête. Et pareil dans la S-Folle, hein, je me disais bah non, je ne veux pas. Enfin, non, non, je ne veux pas mourir. Je tiens à la vie et encore une fois, c'est un cadeau d'être ici. C'est un cadeau d'être en vie et c'est ça qui ressort en fait particulièrement depuis mon retour de l'Everest. En fait, voilà, je me sens très très reconnaissante. Ouais, mais c'est sûr, je suis passée par un moment un peu difficile, mais ce qui est étrange d'ailleurs, enfin ce qui est pas, non, c'est finalement, enfin pas ça forcément étrange d'ailleurs, mais c'est que la décision a été très limpide en fait pour revenir après poursuivre l'expédition. Comme tu disais, bah oui, il y en a probablement un certain nombre qui auraient dit bah non, mais moi j'y retourne pas, c'est bon quoi. Et moi ça a été très clair en fait. Fallait que j'y retourne et puis là j'ai pas, ouais, il y avait plus de peur. Enfin, il y avait plus, c'était mon rêve, c'était aller au sommet de l'Everest et qui était déjà d'ailleurs pour moi une façon de remercier la vie parce qu'en grimpant l'Everest, alors moi je suis pas dans les trucs de performance et tout ça, je m'en fous un peu, c'était par rapport à moi et c'était une manière de remercier aussi la déesse mère parce que voilà pour bah, tout ce que j'ai dans la vie et tout ce qu'elle m'a donné quoi. Ouais, la mère, ouais. C'est une manière pour moi de remercier, de lui rendre hommage. Donc pour conclure notre échange, je vais te poser la question traditionnelle sur mon tableau Memento Mori, Ouais. qui est reproduit dans mon livre. Donc il y a un tableau qui représente de manière imparfaite et arbitraire une vie de 80 années. Chaque colonne représente une semaine, chaque ligne représente une année, et donc chaque case représente des instants de vie. Et Ouais. cette représentation-là, qu'est-ce qu'elle Ouais. t'inspire? C'est trop carré pour moi. Ça me fait penser aux cases qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est là, je vois toujours plein de petites cases, mais donc ça j'aime pas trop. J'aurais plus mis des ronds, voilà. J'aurais plus mis des ronds et puis des ronds qui se touchent mais qui se s'interconnectent en fait. Je sais pas comment dire, qui sont tous liés. Ouais, j'aurais plus fait ça comme ça. Mais ce que ça m'inspire,
au-delà du fait que je trouve ça un peu trop carré pour moi, et voilà, que c'est quand même que tout est lié, quoi. Qu'en fait, c'est plein de micro-vies, de micros-instants, et que tout ça forme un grand tout. Et après, qu'est-ce que signifie ce tout? Ça, on le sait peut-être à la fin de sa vie, ou on le découvre peut-être en passant de l'autre côté, ou dans une autre vie, si on croit aux autres, voilà, aux réincarnations, etc. Mais là, comme ça, ouais, c'est la multitude des vies en une seule vie, quoi. Ouais, c'est ce que ça m'inspire, et que tout est lié au final. Ouais, tout est interconnecté, que ça forme un grand tout. C'est un peu ça que Parfait. ça m'inspire. Ouais, mais Chacun a la sienne. ça me fait penser maintenant, l'expérience que j'ai vécue quand j'ai eu mon hémorragie cérébrale. Parce que, alors oui, je ne me rappelais plus de comment je m'appelais, mais j'étais capable à ce moment-là de décrire ce que je voyais à cette amie qui partageait la chambre, donc où je lui parlais de réalité. Alors c'est le mot que j'avais utilisé, de réalité, parce qu'elle a tout, elle a noté, hein, euh, de réalité, et que je lui disais que j'étais une réalité et que j'étais et une autre réalité en même temps, et que j'étais, en fait, c'est comme si j'étais dans plusieurs mondes ou plusieurs instants, enfin comme c'est toute cette petite case, c'est qu'en fait comme si on pouvait être dans une case à un moment donné, dans une autre case à un autre moment, et puis tout en même temps, en fait, toutes ces cases, enfin voilà, il n'y a pas Ce qui est de... la théorie du quantique. Voilà, exactement. C'est bien résumé, exactement, c'est tout à fait ça. Ce qui est passionnant. Alors, bon, on va pas se lancer là-dedans parce qu'on aurait besoin de 3 heures de plus, Oui, je pense mais c'est vrai que c'est absolument. assez intéressant il y a beaucoup de personnes qui ont eu des expériences similaires aux tiennes Mm, qui, euh, qui font état exactement de ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire cette mm. espèce de sentiment de superposition, Ouais. euh, et qui est tout le sujet du quantique et qui est Mm, un univers qui s'ouvre totalement à nous aujourd'hui et ouais. qui va remettre en cause un certain nombre de choses. C'était Julien Barre, qui était une de mes invités, qui avait connu la mort violente de son père, qui avait été assassiné quasiment sous ses yeux, qui expliquait ça à la fin de notre entretien en disant, parce qu'elle, elle s'y intéresse beaucoup, elle croit beaucoup là-dedans, Ouais. et qui il disait, voilà, c'est un peu comme si il n'était pas mort au sens où on l'entend, c'est-à-dire avec une disparition définitive, mais qu'il y a finalement ces connexions qui peuvent se faire de manière superposée, de manière voilà, sans la continuité temporelle à laquelle on est habitué. Mm, Donc c'est vraiment passionnant tout ça et toi témoignant du monde des morts qui vient dire voilà je suis là et ailleurs en même temps, etc. C'est bon, c'est passionnant. Mais je m'arrête ouais. parce que sinon on va jamais s'arrêter. Euh, Oriane, merci infiniment. Ah, merci Je Nicolas, passais un merci à super toi. moment d'avoir partagé tout ça. Je sais qu'il y a voilà, il y a C'est des choses qui réciproque. sont intimes. C'est des émotions intenses, c'est des expériences intenses, et je trouve ça, c'est très inspirant. Des émotions Surtout, qu'on a du mal des euh, fois justement à décrire, voilà, avec des mots, et donc j'ai essayé de les simplifier, en fait, mais c'est pas toujours évident, ouais, ouais. merci infiniment. Merci Nicolas. Merci aussi d'accepter de partager tout ça. Mmh. Et puis on se tient au courant et j'espère à très bientôt pour